Quand mon voisin a aménagé son étang, il a coupé toute l'eau. Je lui ai dit de relever un peu la vanne pour laisser couler un peu d'eau vers notre verger pour que ce soit plus simple pour tout le monde. De quelle eau tu parles? C'est mon barrage, je fais ce que je veux, que tes arbres crèvent de soif, je m'en fiche royalement. Dès qu'il a investi une fortune dans ses alevins, j'ai construit une fosse à purin géante sur mon terrain en amont et j'y retourne le fumier tous les jours. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Ça pue. Comment je vais faire pour élever mes poissons de luxe? C'est mon terrain, je fais du compost organique, ça ne te regarde pas. Et tout a commencé il y a 1 mois. Ce midi-là, le vacarme d'une pelleteuse m'a réveillé dans mon verger. Li Jinbao dirigeait les ouvriers pour avancer le barrage de 10 mètres vers l'aval, juste au bord de mon verger. Je m'y suis rendu à grands pas. Li Jinbao, c'est la seule source de vie de mon verger. Si tu construis le barrage ici, comment mes arbres vont-ils survivre? Li Jinbao me jette un regard en coin. Quelle crève de soif. Tu n'es pas diplômé de l'école d'agronomie. Les livres ne t'ont pas appris à faire pleuvoir. Mon père est sorti du verger en pointant l'Idakai du doigt. L'Idakai, on avait convenu de partager l'eau, mais là, tu pompes même la nappe phréatique. Tu veux nous tuer? L'Idakai a ricané, une cigarette au bec. Oh, dis donc, Blam, ne sois pas si désagréable. C'est moi qui ai construit ce barrage. Je fais ce que je veux avec. Mon père est devenu rouge de colère. Ce terrain appartient pourtant bien à notre famille. Li Jinbao s'est approché et a pointé son doigt sur la poitrine de mon père. Vieil homme, tais-toi et ne touche pas à ce barrage. L'eau est à moi maintenant. Tu vas faire quoi? Appelle la police. Ils ne feront que nous Mon père tremblait départager. de rage. Laissez-nous vivre. Je vais vous tuer. Li Jinbao fait un bond en arrière, les mains sur les hanches. Se battre? Avec quoi? Ton fils de bon n'a rien à part cultiver la terre. Il sait faire quoi? Allez, frappe-moi, et c'est un peu pour voir. Mon exploitation ouvre dans quelques jours et j'ai besoin d'argent. Si tu me touches, je te fais interdire la vente de ton verger. J'ai remarqué que le pantalon de Li Jinbao était trempé. Il bluffait clairement. J'ai retenu mon père qui voulait foncer. Papa, ne te salis pas les mains. Nous vivons dans un état de droit. Li Jinbao a ri triomphant. Je savais bien que t'étais une mauviette. Tes études t'ont ramolli le cerveau. Je les observe, père et fils, en calculant chaque étape. Construisez votre barrage, retenez l'eau autant que vous voulez, car parfois, l'eau finit par causer des désastres. Je ramène mon père, tandis que les rires de Li Jinbao résonnent derrière nous. Une fois rentré, j'allume mon ordinateur pour consulter les données météo et la carte topographique du comté. Je connais mieux que quiconque la configuration de nos terrains. Quand 3 jours plus tard, des camions de fumier sont arrivés sur ma parcelle, juste en amont de l'étang d'Eli. Mon père me regardait faire, Est-ce que ça va marcher inquiet. comme ça? Je levai les yeux vers leur nouvel étang de luxe, un sourire froid aux lèvres. Papa, la vraie contre-attaque ne fait que commencer. Dès le premier jour du compostage, l'odeur a dérivé avec le vent droit vers l'étang d'Eli. Ce n'était que le début du festin que je préparais pour Li Jinbao. Au 3e jour, l'odeur avait atteint sa concentration idéale. Je retournais le tas chaque jour pour libérer l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène à 10 heures précises, au moment où le vent souffle le plus fort. Li Jinbao n'a finalement pas pu se retenir. Ce midi-là, il a fait irruption dans notre cour avec 5 ou 6 ouvriers, l'air menaçant. Li Fang, tu le fais exprès, putain! Li Jinbao prend des doigts en Cette insultant. lenteur pollue tout mon étang! Arrête ça tout de suite! Je notais la température du compost sans lever les yeux. Monsieur Li, je ne comprends pas. Je fais du compost organique sur mon terrain. En quoi cela vous dérange-t-il? Li Arrête de faire Jinbao s'est l'idiot. avancé pour m'attraper par le col, mais mon père l'a bloqué. Tu te venges parce que j'ai coupé l'eau. Je te le dis, tu dois démolir ce site de compostage. Je pose le thermomètre et sors un document de la maison. Monsieur Li, il faut être raisonnable. Voici le formulaire d'approbation de mon projet de compostage organique déposé au bureau de la protection de l'environnement du comté. Numéro BF 2024-0137, avec le sceau rouge du bureau de l'agriculture du comté. Li Jinbao reste interdit. Je poursuis. Mon verger de 20 hectares manque cruellement d'engrais organiques. Le sol est trop compact. J'améliore la terre à mes frais. Pour une agriculture écologique, c'est répondre aux politiques nationales. Si ça vous déplaît, allez porter plainte en ville. Li Jinbao arrache le document, constate qu'il est authentique et devient livide. Un ouvrier derrière lui murmura. Frérot, c'est vraiment légal. Mon cousin en a fait l'an dernier. Et l'État donne même des subventions. Li Jinbao jeta le document par terre. Légal! Parce que c'est légal, tu as le droit de nous asphyxier! Mes carpets de koi sont des poissons de luxe, un seul à l'évin coûte 300 yuan! Je me baisse pour ramasser le document et j'époussette la poussière. Alors, j'améliore mon sol, ça gêne tes poissons. Tu as des preuves. Et puis, ton étang est à au moins 50 mètres de mon compost, avec un bois entre les deux. Comment ça pourrait te polluer? Li Jinbao est resté sans voix. Je me suis levé et je l'ai regardé. Monsieur Li, quand vous avez coupé l'eau, vous ne vous êtes pas soucié de mes arbres fruitiers. Maintenant que je suis en règle, vous venez faire un scandale. Si vous voulez, allons en discuter au comité du village. Li Jinbao savait qu'il avait tort, alors il a dit en grinçant des dents. Très bien, attends un peu. Il est reparti avec ses hommes, la queue entre les jambes. Le lendemain, une douzaine de ventilateurs industriels ont été installés au bord de l'étang d'Eli, et ils ont pulvérisé des quantités massives de désodorisants dans l'air. Mon père, inquiet, m'a dit. Li Fang, est-ce qu'ils vont réussir à contenir cette odeur? Je regarde ces ventilateurs. Papa, ne t'inquiète pas, ils ont acheté le désodorisant chimique le moins cher. Mélangé à mon compost, ça ne fera que puer davantage. Comme prévu, dès l'après-midi, l'odeur près de l'étang a empiré, avec en plus une effluve chimique piquante. Le secrétaire du village m'a appelé pour dire que l'Idakai faisait un scandale à la mairie, exigeant le démantèlement forcé de mon site de compostage. J'ai rassemblé tous mes documents officiels et je me suis préparé à aller au comité du village. Avant de partir, j'ai ajouté quelque chose dans le compost, un agent microbien spécial rapporté du laboratoire de l'université agricole. Une fois mélangé à leur désodorisant, Li Jinbao découvrira dans les prochains jours ce qu'est une véritable arme biologique. Je me suis assis dans la salle de réunion du comité de village, avec mes 3 dossiers préparés devant moi. L'Idakai attendait déjà depuis une demi-heure. En me voyant entrer, il a immédiatement frappé sur la table pour se plaindre auprès du secrétaire du village. Il a affirmé que mon site de compostage dégageait une odeur nauséabonde, provoquant un stress massif chez ses alevins de carpe koi, dans lesquels il a investi 200 000 yuan, entraînant la mort de plus de 300 poissons, soit une perte économique directe dépassant les 100 000 yuan. Le secrétaire du village, Lao Zhang, m'a regardé en me faisant signe de m'expliquer. Sans me presser, j'ai ouvert le premier dossier. C'était le permis du projet de compostage organique délivré par le bureau de l'agriculture du comté. Tout était en règle et conforme aux normes environnementales. J'ai souligné que le site de compostage se trouvait à 52 mètres de
l'étang de la famille Lee, respectant ainsi parfaitement la distance de sécurité réglementaire. Lee Dakai, impatient, a rétorqué que la distance ne signifiait pas l'absence d'impact. J'acquiesce et j'ouvre le deuxième dossier. C'est le rapport d'analyse du sol de mon verger, certifié par la station agricole du comté. Le rapport indique clairement qu'à cause d'un manque d'eau prolongé, le taux de matière organique de mes 13 hectares de verger est tombé à 0,3%, bien en dessous du seuil d'1,5% nécessaire à la croissance des arbres. Sans amélioration du sol, ils mourront à coup sûr. Là-haut, Shang a lu le rapport, le visage grave. J'en ai profité pour soulever le problème crucial. Si mon verger manque d'eau et d'engrais, c'est parce que la famille Lee a coupé tout accès à l'eau. J'ai exigé sur le champ qu'ils rétablissent mon droit à l'eau, faute de quoi je devrais continuer le compostage pour sauver mes arbres. Lee Dakai a pâli, bafouillant sans pouvoir répondre. Je sors le troisième document, c'est le témoignage écrit de l'accord oral passé entre mon grand-père et le vieux Lee. Bien qu'il n'y ait pas de contrat écrit, 7 anciens du village ont signé pour attester de l'existence de cet accord de partage de l'eau. Lao Zhang parcourt les témoignages et demande à Lee Dakai si c'est vrai. Lee Dakai reste têtu, il prétend qu'un accord verbal ne vaut rien, que son barrage a été construit avec son argent et qu'il n'a aucune raison de le partager. J'ai souri et je lui ai demandé si le barrage est à vous. Alors l'air chez moi m'appartient aussi, pourquoi m'interdire de faire du compost? Cette phrase a laissé Lee Dakai sans voix. Après un moment de réflexion, Lao Zhang a déclaré que mon projet de compostage était légal et que le comité du village n'avait pas le droit d'intervenir. Quant au litige sur l'eau, il a suggéré une résolution à l'amiable. Le comité peut servir de médiateur, mais ne peut rien imposer. Furieux, le visage livide, Lee Dakai est parti en trombe. Après la réunion, je suis allé voir l'étang d'Eli. De loin, on voyait déjà une multitude d'alevins morts flotter à la surface. Li Jinbao dirigeait les ouvriers pour les ramasser. Il avait une mine épouvantable. Ces désodorisants bon marché ont réagi avec les agents microbiens de mon compost, créant une odeur composite bien plus âcre que celle du fumier. Pire encore, cette odeur irrite le système olfactif des poissons, provoquant un stress intense. Durant les 3 jours suivants, la famille Lee a acheté frénétiquement des équipements anti-odeur. Je les ai vus installer 20 purificateurs d'air haute puissance et engager une société spécialisée, utilisant des pulvérisateurs importés en continu. Rien que pour ces équipements et produits, ils ont dépensé plus de 50 000, sans grand résultat, car chaque jour, j'ajuste précisément le retournement du compost selon le vent et la température pour que l'odeur atteigne l'étang au moment idéal. La ferme écologique de Li Jinbao devait ouvrir dans 15 jours, mais il est désormais débordé par ce problème d'odeur. Je me tiens dans le verger, observant au loin l'agitation chez les lits. Le compost n'était qu'un amuse-gueule, le clou du spectacle reste à venir. Quant au conduit de drainage que j'ai enterré sous le compost, les lits n'en savent toujours rien. La guerre anti-odeur des lits dure depuis une semaine, mais les résultats sont de pire en pire. Je m'active chaque jour au compost, en apparence pour retourner le fumier, mais en réalité pour doser précisément les agents microbiens. Ce produit, mis au point au laboratoire de mon professeur à l'université agricole, accélère la décomposition organique, mais il a une propriété particulière. Au contact de désodorisants chlorés, il provoque une fermentation secondaire libérant des molécules odorantes bien plus complexes. Or, les désodorisants bon marché achetés par la famille Ali contiennent principalement de l'hypochlorite de sodium. Au 8e jour, l'odeur a atteint un nouveau sommet. Ce n'était plus une simple odeur d'excrément, mais une puanteur complexe mêlée à des irritants chimiques. Dans un rayon de 200 mètres autour de l'étang d'Eli, même les mouches s'en détournaient. J'ai observé que la qualité de l'eau de l'étang d'Eli commençait à changer, avec de fines bulles à la surface, signe d'une accélération de la respiration des poissons. Les carpes koi, poissons d'ornement, sont extrêmement sensibles à leur environnement. Un stress prolongé fait chuter leur immunité très rapidement. Le nombre de poissons morts chez Li Jinbao a grimpé de quelques dizaines à plus d'une centaine par jour. Au prix où il a acheté ses alevins, il perd plus de 30 000 yuan quotidiennement. Le 10e jour au matin, une Audi noire s'est garée devant la ferme d'Eli. Depuis le verger, je l'observais de loin, et j'ai reconnu l'homme qui en est sorti, Monsieur Zhu, le président du plus grand groupe de restauration de la région. J'ai entendu dire que Li Jinbao avait dépensé plus de 100 000 yuan en cadeau pour cet investisseur, promettant à Monsieur Zhu 30% des parts de la ferme. Li Jinbao accompagnait Monsieur Zhu pour visiter les lieux. Il se dirigeait du parking vers l'étang. J'ai pris soin de retourner le tas de fumier le plus frais à ce moment précis. À 10h15, le vent du sud-est s'est levé comme prévu, et une puanteur intense, tel un mur invisible, a frappé la ferme d'Eli. J'ai vu le patron Zhu marquer un temps d'arrêt, avant de se couvrir le nez et la bouche. À côté, Li Jinbao multipliait les explications, gesticulant frénétiquement vers les équipements de désodorisation. Ils sont restés moins de 5 minutes au bord de l'étang, quand soudain, le patron Zhu s'est penché, s'agrippant à la rambarde pour vomir. Li Jinbao, livide comme un poisson mort, s'est empressé de lui tendre de l'eau. J'ai posé ma pelle et allumé une cigarette. Pour ce genre de projet, les investisseurs privilégient l'environnement et l'expérience. Qui voudrait fréquenter une ferme écologique qui pue à ce point? Le patron Zhu a vomi 2 fois au bord de l'étang, au point de ne plus tenir debout. Li Jinbao l'a soutenu pour le raccompagner, multipliant les excuses. Mais le patron Zhu, livide, n'a pas dit un mot. Une fois l'audi parti, Li Jinbao est resté seul à l'entrée de la ferme, fixant l'étang pendant une demi-heure. Dans l'après-midi, Lee Dakai est revenu chez moi avec ses hommes. Cette fois, il n'a pas fait de scandale, mais a baissé la voix pour me demander combien d'argent je voulais pour arrêter le compostage. Je taillais les branches des arbres fruitiers et, sans lever la tête, j'ai répondu: Oncle Lee, l'argent ne m'intéresse pas, c'est l'eau qu'il me faut. Rendez-moi mon accès à l'eau et j'arrêterai tout immédiatement. Lee Dakai est resté silencieux un long moment, puis a lâché une phrase avant de faire demi-tour. Il a dit que je rêvais, qu'il préférerait perdre de l'argent avec ses étangs plutôt que de me donner une goutte d'eau. Je regarde son dos et je souris. L'obstination a un prix et il comprendra bientôt à quel point ce prix est lourd. Le soir même, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'assistant de Monsieur Zhu qui me demandait l'emplacement exact et la situation de mon verger. Au téléphone, l'interlocuteur m'a confié que Monsieur Zhu s'intéressait à mon projet d'agriculture biologique et souhaitait en discuter. J'ai raccroché et regardé vers la ferme d'Eli. Les lumières y étaient aveuglantes. Li Jinbao cherche sans doute toute la nuit à retenir son investisseur, mais il ignore que le pire est à venir. Les conduites de dérivation que j'ai enterrées ont été le coup de grâce. La nouvelle du retrait de Monsieur Zhu s'est répandue au 12e jour. Le projet de ferme écologique de Li Jinbao a capoté et son investissement initial d'1 200 000 a été perdu. Mais Li Dakai, les dents serrées, refuse de céder et décide d'investir davantage pour ouvrir la ferme coûte que coûte. La première chose qu'ils ont faite a été de renforcer le barrage. 3 excavatrices ont travaillé simultanément, coulant du béton à la base du barrage et rehaussant la digue d'1,20 m. Le plan de Li Jinkai était clair. Puisque l'investisseur était parti, il fallait agrandir les étangs, élever plus de poissons, gagner plus d'argent et compenser les pertes par les profits.
Le barrage renforcé est devenu un mur infranchissable, bloquant totalement l'eau vers mon verger. Le niveau de la nappe phréatique a chuté à vue d'œil, et les feuilles de mes 20 hectares d'arbres ont commencé à jaunir et à se recroqueviller. Mon père, voyant les arbres dépérir, s'affolait. Il disait que si ça continuait, tout mourrait et qu'on n'aurait plus rien pour vivre. Je l'ai rassuré en lui disant de ne pas paniquer. Puis j'ai commencé à creuser de larges tranchées dans le verger. En apparence, je cherchais une source souterraine pour sauver mes arbres grâce à un système d'irrigation. Chaque jour, avant l'aube, je prenais ma houe pour travailler jusqu'au soir, accumulant la terre et creusant des fossés de plus en plus profonds. Quand Lijin Bao est passé et m'a vu couvert de boue, il s'est appuyé contre sa vitre en riant. Il a dit qu'après 4 ans d'université, je n'étais qu'un paysan, incapable de trouver de l'eau malgré ses tranchées. Quel effort inutile. J'ai essuyé ma sueur et continué à creuser. Ce que Lijin Bao ignore, c'est que je ne creuse pas de simples canaux d'irrigation. Ces fossés semblent désordonnés, mais ils suivent en réalité un modèle précis de mécanique des fluides. La profondeur, l'angle et la pente de chaque tranchée ont été calculés pour un seul but, lors des averses, diriger le ruissellement vers le sous-sol pour créer une puissante pression hydraulique verticale. Et l'extrémité de ces canaux de dérivation pointe directement vers la base du barrage de la famille Lee. Ma spécialité à l'université agricole est le génie hydraulique. Mon professeur a dirigé des recherches sur le système d'évacuation des crues du barrage des Trois Gorges, et j'ai participé pendant 2 ans entiers au calcul des modèles de pression hydraulique. Le barrage renforcé par l'Idakai avec ses méthodes artisanales n'est à mes yeux qu'un ouvrage bâclé. Ils n'ont renforcé que la surface, négligeant le point crucial, la capacité de soutien du sol à la base. Plus le barrage est haut et retient d'eau, plus la poussée horizontale exercée sur sa base est grande. Et ces canaux de dérivation que j'ai creusés feront monter instantanément le niveau de la nappe phréatique lors des averses, créant une pression inverse du bas vers le haut. Sous l'effet de ces deux forces, le sol sous les fondations du barrage perdra sa cohésion et se liquéfiera. À ce moment-là, même le béton le plus solide ne tiendra pas. J'ai passé 10 jours entiers à creuser un réseau de drainage couvrant près de 2000 m². À chaque intersection, j'ai enfoui des couches de gravier pour accélérer l'infiltration et chaque canal principal pointe vers les points faibles du barrage. À chaque fois qu'il passe, Lijin Bao se moque de moi. Il dit que je suis devenu fou à force d'être pauvre, que je prends ces fossés trop au sérieux et que je ferais mieux d'abandonner et de vendre mes terres. Je me suis redressé, le regardant s'éloigner au volant de son nouveau Range Rover, le siège arrière rempli de nourriture pour poissons de luxe. Il semble très confiant pour l'ouverture de sa ferme. Au soir du 15e jour, j'ai terminé de creuser la dernière rigole. Elle fait 1,80 m de profondeur et arrive à 3 mètres de la base du barrage. J'ai tapissé le fond de la tranchée avec une résine absorbante spéciale. Au contact de l'eau, elle gonfle par 10 et crée une pression volumique énorme en un temps record. Mon père m'a demandé si ces fossés allaient vraiment trouver de l'eau. Je n'ai pas répondu. J'ai juste levé les yeux vers le ciel. Les prévisions météo annoncent dans 15 jours de fortes pluies sur une large zone qui dureront plus de 36 heures. Ce sera la fin de la ferme d'Eli et la renaissance de mon verger. Tous les pièges sont maintenant en place. Il ne me reste plus qu'à attendre que Lijin Bao tombe dans le piège que je lui ai tendu, alors qu'il me prend encore pour un pauvre idiot obsédé par ses tranchées. 3 jours après avoir creusé les canaux de dérivation, la famille Lily a entamé des travaux d'agrandissement effrénés. 6 excavatrices ont travaillé jour et nuit, faisant passer la surface de l'étang de 8 à 15 hectares. Le plan de l'Idakai était très ambitieux. Il voulait terminer tous les travaux en 15 jours afin d'ouvrir ses portes juste avant la foire agricole. Pour soutenir une plus grande surface d'eau, le barrage a été rehaussé. Cette fois, ils ont coulé 1,50 m de béton et posé une membrane étanche sur la face amont. En apparence, ça a l'air solide. Mais depuis mon verger, avec mon télémètre, j'ai calculé que le barrage dépasse désormais 4,20 m, avec une capacité estimée à 80 000 m3. Cette pression de l'eau approche la limite de résistance du barrage en terre. Plus grave encore, pour économiser, la famille Lely n'a pas renforcé les fondations. Le béton a été coulé directement sur le sol d'origine, comme si l'on bâtissait sur du tofu. L'état de mes arbres fruitiers empire. Le manque d'eau prolongée fait tomber les feuilles, et certaines branches sont déjà totalement desséchées. Mon père pleure chaque jour en voyant les arbres, disant que c'est l'héritage de grand-père, et qu'on ne peut pas le laisser périr. Je ne panique pas. J'ai préparé un engrais foliaire spécial au laboratoire de l'université agricole, composé d'alginate et d'acides aminés, pour maintenir les fonctions vitales des arbres, malgré le manque d'eau. Chaque matin et chaque soir, je pulvérise chaque arbre avec précision. Cet engrais foliaire pénètre directement dans les tissus des feuilles par les stomates, contournant ainsi l'absorption racinaire. Bien qu'il ne puisse pas restaurer complètement les arbres, il permet au moins de maintenir leurs signes vitaux. Une fois cette période passée, dès que la pluie tombera, les arbres pourront rapidement se rétablir. Le 20e jour, je me suis rendu au bureau des eaux du comté avec mon appareil photo et mes relevés. J'ai été reçu par le chef de service, Monsieur Zhang, à qui j'ai remis un dossier de signalement détaillé, incluant la hauteur précise du barrage d'Eli, le volume d'eau retenu, l'état des fondations et les risques de sécurité encourus. J'ai précisé que, selon le règlement sur la sécurité des barrages, tout ouvrage de plus de 4 mètres doit être évalué par des experts et obtenir un permis de construire. Le chef de service a parcouru mon dossier, le visage de plus en plus grave. Il a immédiatement dépêché 2 ingénieurs pour inspecter la ferme d'Eli dès le lendemain. L'équipe d'experts a mesuré le barrage toute la matinée. Ils ont utilisé un radar géologique pour sonder la base et un niveau pour mesurer l'affaissement. La conclusion a fait pâlir l'Idakai. Le barrage présente un risque majeur, il faut vider l'eau immédiatement, baisser le niveau et renforcer les fondations. L'Idakai s'est disputé sur place avec les experts. Il a dit que le barrage lui avait coûté plus de 300 000 yuans et qu'il ne pouvait pas le vider alors qu'il allait ouvrir. Le chef des experts l'a prévenu que s'il ne faisait pas les travaux, le service des eaux pourrait intervenir de force. L'après-midi même, l'Idakai est parti en voiture vers le chef-lieu. 3 jours plus tard, le service des eaux a soudainement changé de discours. Le chef de section Zhang m'a appelé pour me dire qu'après réexamen, le barrage de la famille Li, bien que présentant quelques problèmes mineurs, n'entravait pas son usage normal et avait été validé. J'ai senti son impuissance dans ses paroles. Il était clair que l'Idakai avait usé de ses relations pour soudoyer les personnes clés. Pour un parvenu local, soudoyer quelques fonctionnaires n'est pas bien difficile. J'ai raccroché, mais je me suis senti soulagé. Les manœuvres
manœuvres de l'Idakai sont devenues la preuve dont j'avais besoin. Le rapport d'inspection et les avertissements des experts seront archivés. Si le barrage cède, ces documents prouveront qu'il a agi en toute connaissance de cause. À ce moment-là, il devra non seulement assumer les réparations civiles, mais il fera aussi face à des poursuites pénales. J'ai pris en photo tous les documents pour les sauvegarder et j'ai stocké les enregistrements sur un disque dur crypté. La semaine suivante, les travaux de la ferme Lee sont entrés dans leur phase finale. Le restaurant de luxe, les chalets et la plateforme panoramique ont été achevés. Li Jinbao a même fait venir par avion 50 000 carves koi de prix du Sud, qu'il a déversé en masse dans l'étang. Les poissons grouillaient à la surface. Le spectacle était impressionnant. L'Idakai a commencé à distribuer des invitations dans tout le village, annonçant un grand banquet pour l'ouverture de la ferme, invitant tout le monde à manger. Ses propos n'étaient que vantardises, affirmant que sa famille avait enfin réussi et qu'ils allaient devenir des entrepreneurs renommés dans tout le comté. Lorsque j'ai reçu l'invitation, la météo venait d'annoncer qu'un front pluvieux se formait au sud. Il devrait arriver ici dans 7 jours, avec des précipitations allant de fortes à torrentielles pendant 48 heures. L'ouverture de la ferme d'Eli est prévue dans 6 jours. 5 jours avant l'ouverture, au milieu de la nuit, ma caméra infrarouge installée dans le verger a filmé une scène. 3 silhouettes ont franchi la clôture et se sont dirigées vers mon canal de dérivation. Sur l'écran, leurs gestes étaient précis. Avec leurs pelles et leurs sacs, ils étaient clairement venus préparés. Je suis assis devant mon ordinateur sans sortir pour les arrêter, observant calmement l'écran. Je reconnais l'homme qui dirige, c'est Lao Zhao, le contremaître de Li Jinbao. Il ordonne aux 2 autres de commencer à combler le canal de dérivation. Les 3 hommes travaillent dur et en 1 heure, ils ont déjà rebouché les 2 canaux principaux, du côté du verger. Mais ils ignorent que ces 2 canaux ne sont que des branches secondaires du système de drainage, le cœur du dispositif étant dissimulé bien plus profondément sous les racines des arbres fruitiers. L'entrée était parfaitement dissimulée sous des bâches et des mauvaises herbes. À 2 heures du matin, alors qu'ils finissaient de reboucher et s'apprêtaient à partir, Lao Zhao a soudain remarqué le canal oblique près du barrage. C'était le plus profond et le plus visible de tous. Lao Zhao a hésité un instant, puis il a fini par s'y diriger avec ses hommes. Je fixais l'écran, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce canal oblique était justement un appât que j'avais délibérément exposé. En apparence, il semblait faire partie du système de drainage, mais en réalité, c'était le point de décharge crucial du barrage d'Eli. Lorsque les experts du service des eaux ont inspecté les lieux, ils ont précisé que le barrage devait conserver au moins 3 déversoirs d'urgence. Cette pente naturelle de drainage en faisait partie. Lao Zhao et ses hommes ont commencé à déverser des gravats dans le canal, briques cassées, blocs de béton et ferraille, remplissant le tout charrette après charrette. Ils travaillaient avec soin, tassant chaque couche au pied pour s'assurer que le canal soit totalement obstrué. La caméra enregistre tout clairement, le redatage, les visages et les détails du sabotage sans rien manquer. À 4h30 du matin, ils terminent enfin. Ils égalisent le sol avec leurs pelles et y dispersent même de l'herbe sèche pour camoufler le tout. Lao Zhao a sorti son téléphone pour passer un appel. Bien que je n'entende rien, son pouce levé montre que Li Jinbao est satisfait de l'opération. Une fois parti, je n'ai pas réparé le canal. J'ai enfilé une tenue sombre, pris ma boîte à outils et je me suis glissé vers la base du barrage. Le canal de décharge que Lao Zhao et ses hommes ont obstrué permettait de dissiper la pression de l'eau à la base lors des fortes pluies, évitant ainsi toute infiltration. Maintenant que ce passage est bloqué, toute la pression se concentrera sur la partie centrale du barrage, la même où l'Idakai, pour économiser, a bâti les fondations les plus fragiles. J'ai tapoté doucement le talus du barrage avec mon marteau de géologue pour évaluer la densité par l'écho. Comme prévu, le son était creux au milieu, signe de nombreux vides dans le sol. L'étape suivante exigeait une extrême prudence. À 3 mètres de l'évacuateur obstrué, j'ai percé une douzaine de trous verticaux avec une tige d'acier, chacun profond d'environ 80 cm. Ces trous servent à saturer la couche de sol inférieure lors des fortes pluies, pour que la base du barrage perde plus vite sa capacité de charge. Après avoir percé, j'ai injecté un peu de coulée de bentonite dans chaque trou. Ce matériau gonfle au contact de l'eau et crée une couche lubrifiante, réduisant la résistance au cisaillement du sol de plus de 40%. C'est incolore et inodore, donc même si c'est découvert, ça passera pour une simple infiltration. Toutes les opérations furent terminées avant l'aube. Je suis rentré, j'ai gravé la vidéo de surveillance sur 3 disques que j'ai cachés dans des lieux différents. Ces preuves démontrent que la famille Lee a délibérément saboté le système d'évacuation du barrage, ce qui ne me concerne en rien. Au lever du jour, mon père a découvert que le canal avait été comblé et, furieux, il est parti s'expliquer avec les Lee. Je l'ai arrêté en lui disant de laisser tomber, qu'il allait bientôt pleuvoir et que ces canaux avaient déjà rempli leur mission. Mon père n'a pas compris, il a juste soupiré. Je me suis tenu devant la fenêtre, observant le haut barrage d'Eli. Sa structure interne est désormais fondamentalement compromise, telle une bombe à retardement, attendant simplement que l'orage la fasse exploser. Les dernières prévisions météo annoncent de fortes pluies pour après-demain dans la nuit, alors que le banquet d'ouverture de la ferme d'Eli est prévu demain à midi. Le timing est d'une perfection étouffante. La veille de l'ouverture, dans la matinée, j'ai rassemblé tous les documents, je les ai mis dans une pochette étanche et je suis parti pour la ferme d'Eli. La pochette contient 3 rapports. Le premier est une évaluation de la stabilité des sols, que j'ai fait réaliser par l'Institut provincial de géologie. Le rapport indique clairement que le sol où se trouve le barrage de la famille Lee présente un risque élevé de liquéfaction et n'est pas adapté à la construction de grandes installations de retenue d'eau. La deuxième est une prévision du débit de crue que j'ai calculé selon les données météo et la surface du bassin versant. Elle conclut qu'en cas de forte pluie persistante, la structure actuelle du barrage ne pourra pas supporter la pression de l'eau. La troisième est une copie du rapport d'inspection initiale des experts du service des eaux, où il est clairement indiqué que le barrage présente des risques majeurs pour la sécurité. Ces 3 rapports m'ont coûté plus de 20 000 yuans, mais cet argent est bien dépensé. Ils deviendront mon bouclier pour être totalement exonéré de toute responsabilité juridique. La ferme d'Eli est flambant neuve, des lanternes rouges sont suspendues partout dans la cour, les ouvriers règlent le matériel de sonorisation et une riche odeur de cuisine s'échappe de l'arrière-boutique. L'Idakai se tient au bord de l'étang, accueillant les cadres du village avec un sourire radieux. Je m'approche et lui tends directement la pochette. L'Idakai jette un coup d'œil au dossier et me demande avec un sourire narquois ce que je viens faire ici. Sans perdre de temps, devant 7 ou 8 cadres du village, je sors le rapport géologique et lui en montre les pages une par une. Les données du rapport sont alarmantes. La capacité portante du sol à la base du barrage n'est que de 120 kPa par mètre carré, alors que la pression actuelle exercée par les 80 000 m3 d'eau atteint déjà 150 kPa par mètre carré, soit une surcharge de 25%, risquant de provoquer un glissement de la base à tout moment.
J'ai insisté sur le fait que la météo prévoit de fortes pluies après-demain, ce qui fera monter le niveau de l'eau. La pression sur le barrage sera alors 2 fois plus forte, avec des conséquences inimaginables. Lee Dakai a écouté sans que son visage ne change. Il a pris le rapport, a examiné attentivement le sceau de l'institut sur la couverture. Puis, soudainement, devant tout le monde, il l'a mis en pièces. Les confettis de papier ont volé dans les airs avant de joncher le sol. Lee Dakai m'a pointé du doigt en disant de ne pas croire qu'il ignorait mes intentions. Selon lui, je cherchais simplement à l'effrayer avec ses rapports bidons pour qu'il libère de l'eau pour mon verger. Il a dit que son barrage, celui de la famille Litty, a coûté plus de 500 000 yuans, qu'il a été validé par le service des eaux et qu'il s'y connaît mieux que moi, l'étudiant en agronomie. Les 4 du village autour de nous se regardent. Personne n'ose dire un mot. Lee Jinbao s'approche alors. Il sort son téléphone pour me prendre en photo, en disant qu'il va poster ça sur le groupe WeChat du village, pour montrer à tout le monde ce que c'est qu'un intello qui perd la tête. Il dit que je suis juste jaloux de l'ouverture de sa ferme, que je propage des rumeurs pour gâcher leur bonheur. Je n'ai pas répliqué, j'ai simplement activé l'enregistrement de mon téléphone. J'ai dit calmement que je garderai une copie de ce rapport, et qu'en cas de problème avec le barrage, cela prouverait que j'ai rempli mon devoir d'alerte. Si Lee Dakai persiste à ne pas m'écouter, il en assumera seul les conséquences. Lee Dakai a craché par terre, disant que je portais la poisse, que mes études m'avaient rendu idiot et que je ne pensais qu'aux catastrophes. Il m'a ordonné de déguerpir, de ne plus encombrer la vue, et a ajouté que je n'étais pas le bienvenu au banquet d'ouverture demain. J'ai rangé mon téléphone, je me suis accroupi et j'ai ramassé quelques morceaux des pages cruciales. Ces fragments portaient les empreintes de Lee Dakai et les traces du rapport déchiré. Tout cela constituait des preuves. Avant de partir, j'ai jeté un œil aux carpes koi qui s'agitaient dans l'étang. 50 000 poissons s'entassaient, couvrant toute la surface de l'eau. Pour créer un effet spectaculaire, Lee Jinbao a dépassé de loin les normes d'élevage. Cette densité est un danger en soi. Si la qualité de l'eau se dégrade, les poissons mourront à une vitesse exponentielle. De retour à la maison, j'ai immédiatement téléchargé la vidéo sur 3 serveurs cloud différents. L'image et le son sont très clairs, enregistrant intégralement mon avertissement et tout le processus de destruction du rapport par Lee Dakai. J'ai aussi ajouté un eurodatage et un filigrane de géolocalisation à la vidéo pour garantir sa valeur juridique. Mon père m'a demandé, qu'ont dit les Lee ? Je leur ai dit qu'ils ne voulaient rien entendre. Alors il ne reste plus qu'à attendre le résultat. À 22h, la météo a émis une alerte orange aux orages. Les pluies sont avancées à demain soir, avec des précipitations prévues de 150 mm et plus de 200 mm par endroit. C'est un niveau de précipitation exceptionnel. Je me tiens devant la fenêtre, observant la ferme des Lee illuminée. Ils préparent l'ouverture de demain, ignorant qu'une catastrophe dévastatrice est en marche. Toutes mes preuves sont désormais réunies. Quoi qu'il arrive, les Lee devront en assumer les conséquences. Le jour de l'inauguration, la ferme des Lee était en effervescence dès 6h du matin. 30 tables étaient dressées sur toute la place, chacune garnie de 16 plats raffinés, froids et chauds. Lee Dakai avait fait venir une équipe de chefs professionnels de la ville, dépensant 30 000 yuan rien qu'en ingrédients. Presque tout le village avait reçu une invitation et plusieurs cadres de la ville étaient également présents pour soutenir l'événement. Mon père et moi sommes arrivés les derniers. À l'entrée de la ferme, une immense arche gonflable est dressée, sur laquelle sont inscrits en lettres d'or: grande inauguration de la ferme écologique Lee. Les salves de pétards se succèdent et une musique festive assourdissante retentit dans les haut-parleurs. Une plateforme d'observation a été installée au bord de l'étang, permettant aux visiteurs de nourrir les carpes koi pour 10 yuan la portion. Lee Jinbao se tenait à l'entrée, vêtu d'un costume flambant neuf pour accueillir les invités. En nous voyant, mon père et moi, son sourire s'est figé un instant, mais il a tout de même fait un geste de bienvenue. Après tout, avec autant de monde, il devait garder les apparences. Le banquet a officiellement débuté à 11h, et Lee Dakai passait de table en table, un verre à la main, pour trinquer. Il rayonnait de bonheur, répétant à tout le monde que la chance avait enfin souri à la famille Lee. Ému, il s'est même essuyé le coin de l'œil, déclenchant des applaudissements. Assis dans un coin, j'observais tout en silence. Le niveau de l'étang avait encore monté de 20 cm par rapport à hier. Pour l'effet visuel de l'ouverture, Lee Jinbao a rajouté de l'eau à l'aube. Le niveau est maintenant à moins de 40 cm du sommet du barrage. 50 000 carpes koi s'agitent dans l'eau, le spectacle est impressionnant. Mais j'ai remarqué que certains poissons commencent à remonter en surface, signe d'un manque d'oxygène. Sur la surface de l'eau du barrage, quelques fines traces d'humidité apparaissent par intermittence. C'est un phénomène d'infiltration qui indique que la couche imperméable au fond commence à céder. En temps normal, ce niveau d'infiltration ne présente pas de danger immédiat, mais en cas de forte pluie, cela accélérera le ramollissement du sol, entraînant finalement l'instabilité de tout l'ouvrage. À midi, Lee Jinbao s'est approché de ma table, a levé son verre et a commencé à parler devant tout le monde. Il parlait très fort, manifestement pour que tout le monde autour puisse l'entendre. Il a dit qu'il n'était pas facile pour le village de produire un étudiant, mais que c'était dommage de devenir idiot à force d'étudier. Puis, changeant de ton, il a affirmé que mon compostage à côté de sa ferme, avec ses odeurs quotidiennes dont je me vantais, était l'exemple typique de l'inutilité des études. Des rires ont éclaté autour de nous. Quelques villageois proches de la famille Lee ont commencé à se moquer, disant qu'un diplômé d'université ne valait pas mieux qu'un éleveur de porc. Je n'ai pas prêté attention à ces sarcasmes et j'ai simplement bu mon thé lentement, voyant que je ne disais rien. Lee Jinbao est devenu encore plus arrogant. Il a poursuivi en disant qu'aujourd'hui était un grand jour pour la famille Lee et que si j'avais réussi, j'aurais dû monter une affaire au lieu de passer mes journées à creuser des fossés dans mon verger. Mon père, assis à côté, est devenu rouge de colère et a voulu se lever pour répliquer, mais je lui ai posé la main sur l'épaule pour lui faire signe de ne pas s'emporter. C'est alors que j'ai remarqué un nuage noir arrivant à l'horizon, épais et bas, au bord d'un gris fer inquiétant. C'est typique d'un cumulonimbus, signe qu'un orage violent approche rapidement. J'ai sorti mon téléphone pour consulter le radar météo. Le nuage se déplace plus vite que prévu et sera là dans 4 heures au plus. Je pose ma tasse, je lève les yeux vers Lee Jinbao qui continue de jacasser. Puis je prends la parole. Ma voix est basse, mais assez forte pour que toute la table m'entende. Je dis qu'aujourd'hui, l'inauguration est certes animée, mais qu'il s'agit peut-être aussi de la cérémonie de fermeture de la ferme des Lee. Lee Jinbao reste interdit un instant, puis éclate de rire. Il me demande si je suis devenu fou de jalousie et si je commence à divaguer. Je n'ai pas cherché à expliquer. J'ai simplement levé la main pour désigner les nuages noirs qui arrivaient au loin. J'ai dit que si vous ne me croyez pas, nous verrons bien dans 4 heures. Les gens autour ont regardé dans la direction que j'indiquais. Les nuages s'accumulaient à vue d'œil et le ciel s'assombrissait visiblement. Quelques villageois âgés ont changé de mine. Habitués à cultiver la terre, ils sont très sensibles aux changements
traitement météo et ont immédiatement reconnu les signes avant-coureurs d'un orage. Li Jinbao voulait ajouter quelque chose, mais une rafale soudaine a balayé les lieux. Les drapeaux sur la terrasse claquaient au vent et des ballons décoratifs se sont envolés. La surface de l'étang s'est ridée et les carpes koi, effrayées, se sont dispersées. Au loin, un grondement de tonnerre a retenti. J'ai jeté un œil à l'alerte météo sur mon téléphone, annonçant le début des pluies à 15 heures précises. Quant à savoir si le barrage délabré des lits tiendra le coup, seul le ciel le sait. Le banquet continue, mais l'ambiance est devenue étrange. À 14h45, la première goutte de pluie est tombée sur l'étang et les invités ont commencé à partir. Li Jinbao a demandé aux ouvriers de rentrer les tables et chaises, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une averse sans conséquence pour la pêche. Mon père et moi ne sommes pas partis tout de suite, restant à l'entrée de la ferme, à regarder le ciel s'assombrir complètement. À 3h pile, une pluie torrentielle s'est abattue, bien plus violente que ce qu'avait prévu la météo. Les gouttes, grosses comme des pois, frappaient le sol en faisant jaillir des éclaboussures de plus de 30 cm. La visibilité est tombée à moins de 10 mètres, en un instant, et le monde entier a été enveloppé par ce rideau de pluie. J'ai entraîné mon père vers le retour, alors que l'eau montait déjà au-dessus de nos chevilles, charriant boue et sable dans un torrent jaunâtre. Je suis passé par le verger pour vérifier le système de drainage que j'avais creusé. Comme prévu, toutes les rigoles fonctionnaient parfaitement. Le ruissellement suivait la pente que j'avais tracée pour rejoindre le canal principal, puis s'infiltrer dans le sol via les puits verticaux. L'eau qui aurait dû inonder les racines a été évacuée en moins de 10 minutes. Les couches de gravier et les résines absorbantes, soigneusement disposées, jouent ici un rôle crucial sous terre. Plus important encore, ces canaux de drainage dirigent l'eau de pluie vers la nappe phréatique à une vitesse fulgurante. Une immense pression hydraulique verticale commence à s'accumuler à la base du barrage de la famille Li, s'infiltrant par les pores du sol pour former une poussée inverse invisible. J'ai calculé que cette contre-pression hydraulique atteindrait son pic après 2 heures de pluie, moment où la contrainte effective de la base du barrage atteindrait un point critique. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter les données météorologiques en temps réel. Le radar indique que la zone de précipitation se déplace lentement et devrait stagner ici au moins 6 heures. Cela signifie que le cumul dépassera 200 mm, un niveau jamais vu depuis 50 ans. Dehors, le tonnerre gronde et les éclairs déchirent le ciel. À 16h30, j'observe l'étang au télescope. L'eau n'est plus qu'à 20 cm du sommet du barrage. Li Jinbao et 7 ou 8 ouvriers travaillent sous la pluie sur le barrage. Ils tentent d'ouvrir le déversoir, mais il est placé trop haut pour être efficace. Plus grave encore, les crues de la vallée en amont convergent. Le ruisseau, d'ordinaire calme, est devenu un torrent de boue rugissant. Les eaux limoneuses, charriant branches et rochers, se déversent violemment dans la zone de retenue des lits. Le niveau monte de 3 cm par minute. À ce rythme, l'eau submergera le sommet du barrage en moins de 10 minutes. Je vois Li Jinbao paniquer. Il court dans tous les sens sur le barrage, criant sans cesse dans son talkie-walkie. Plusieurs pelleteuses arrivent pour tenter de creuser une brèche de décharge. Mais il est déjà trop tard. À 17h10, j'ai détecté une variation anormale du niveau de la nappe phréatique. La bentonite enfouie près de la base du barrage a atteint sa limite d'expansion. Des surfaces de glissement se sont formées entre les couches de terre, réduisant rapidement la résistance au cisaillement de la structure. Le barrage a commencé à subir des renards hydrauliques et plusieurs jets d'eau boueuse ont jailli du pied de l'ouvrage, creusant des trous de la taille d'un bol dans le sol. C'est le signe clair d'une rupture de la structure interne du sol, et le signe avant-coureur de l'effondrement imminent du barrage. J'ai remarqué que les carpes koi de l'étang commençaient à remonter toutes à la surface. Des milliers de poissons entassés, cherchant désespérément à respirer. La qualité de l'eau lessivée par l'averse est devenue trouble. Le taux d'oxygène dissous a chuté brutalement, et une grande quantité de poissons flotte déjà sur le ventre. Le million investi par la famille Li est en train de disparaître à une vitesse effrayante. À 17h30, Li Jinbao ordonne aux pelleteuses de creuser frénétiquement. Il veut détourner l'inondation vers mon verger. Le côté de la pelleteuse a déjà franchi la limite de propriété et commence à creuser un canal de décharge sur mon terrain. J'enfile mon imperméable, je saisis mon téléphone et je me précipite sous l'averse. Cette fois, je veux que tout le monde voit clairement qui travaille illégalement et qui court à sa perte. Je me tiens à moins de 5 mètres de la pelleteuse. Je pointe mon téléphone vers la cabine et je lance un direct pour tout le village. En 30 secondes, le nombre de spectateurs dépasse les 500. Malgré le flou dû à la pluie, les images suffisent à montrer la situation à tout le monde. J'ajuste l'angle de mon téléphone pour que l'on voit bien le godet de la pelleteuse creuser frénétiquement sur mon terrain. La borne de délimitation est juste à gauche. La preuve est irréfutable. Je dis face caméra. Chers villageois, soyez témoins. La famille Li creuse illégalement mon terrain pour détourner l'inondation vers mon verger. Le chat du direct a explosé instantanément. Certains demandaient ce qui se passait. D'autres accusaient la famille Li d'aller trop loin. Quelques proches d'Eli tentaient de les défendre, mais la plupart posaient des points d'interrogation, demandant pourquoi le niveau de cet immense étang était si élevé. En me voyant filmer, Li Jinbao a dévalé le barrage. Trempé jusqu'aux os, les yeux injectés de sang, il avait l'air fou. Il m'a hurlé dessus. Dégage putain, ou je t'enterre avec. Je n'ai pas reculé. J'ai même fait 2 pas en avant. J'ai prononcé distinctement cette phrase, préparée depuis longtemps. Franchir cette limite, c'est commettre une dégradation de propriété privée et un déversement illégal. Vous en assumerez toutes les conséquences. Ces mots, clairs et sonores, ont été parfaitement entendus par tous les spectateurs du direct. Li Jinbao ne s'en soucie plus. La brèche dans le barrage s'aggrave. Des dizaines de jets d'eau jaillissent de la base. Le niveau de l'étang monte et déborde déjà. S'il ne dévie pas l'eau, le barrage va céder. L'excavatrice continue. Li Jinbao me pousse et ordonne au conducteur d'accélérer. À cet instant, une voiture a freiné brusquement sous l'averse, s'arrêtant devant la ferme. Le patron Chou s'est précipité hors du véhicule, sans même prendre de parapluie, et a couru vers le bord de l'étang. Ce qu'il a vu l'a pétrifié sur place. La surface de l'eau était couverte de poissons morts, une multitude de ventres blancs flottant dans l'eau trouble, dégageant une odeur fétide et nauséabonde. Ces carpes koi qui valaient 300 pièces chacune meurent maintenant par milliers. On estime qu'au moins 30 000 poissons ont déjà péri. Le visage de Monsieur Chou est devenu livide et s'est retourné pour demander à Li Dakai ce qui se passait. Li Dakai a bafouillé une explication, disant que c'était un accident dû à la tempête, que l'élevage comportait des risques et qu'il en assumerait la responsabilité. Le patron Chou n'a rien voulu entendre. Il a immédiatement annoncé le retrait de toutes ses intentions d'investissement et a exigé que la famille Li le rembourse pour ses frais d'études initiaux et les dividendes garantis promis, soit un total de 480 000. Il a sorti son téléphone et a appelé son avocat devant tout le monde.
Lidakai a tenté de se justifier, mais le patron Cho lui a tourné le dos. Avant de monter dans sa voiture, il a annoncé qu'on se reverrait au tribunal. Cette scène a été entièrement filmée par Mon Direct, qui compte désormais plus de 2000 spectateurs, dont beaucoup d'internautes de la ville et du comté. L'affaire prend une ampleur considérable. 6 heures pile, le moment critique est arrivé. Un grondement sourd émane de la base du barrage. C'est le bruit de la structure interne qui s'effondre totalement. Le point critique que j'avais calculé est survenu 15 minutes plus tôt que prévu, sans doute parce que les fouilles aveugles de Lee Jinbao ont détruit les derniers soutiens de stabilité. Le jet d'eau de la fuite a soudainement doublé de volume, le pied du barrage s'est affaissé et des fissures ont grimpé depuis la base. J'ai crié immédiatement que le barrage allait céder et que tout le monde devait évacuer. Ma voix a résonné dans tout le village grâce au direct. Les ouvriers présents ont hésité une seconde, puis ont jeté leurs outils pour s'enfuir en courant. Lee Jinbao voulait encore diriger la pelleteuse, mais le conducteur avait déjà sauté de la cabine et courait vers les hauteurs sans se retourner. Lidakai s'effondra au sol, le regard totalement vide, fixant ce barrage qui lui avait coûté toutes ses économies. J'ai entraîné mon père pour battre en retraite rapidement. Nous étions sur les hauteurs du verger, à 100 mètres du barrage. Je lève mon téléphone et braque l'objectif sur ce barrage au bord de l'effondrement. Le direct compte déjà plus de 5000 spectateurs, tous suspendus à leur écran dans l'attente du moment fatidique. La fissure au milieu du barrage s'élargit sous la pluie battante. L'eau jaillit, érodant la terre environnante. Le barrage entier commence à pencher, signe avant-coureur de l'effondrement. Je dis calmement à la caméra, vous allez assister à une catastrophe humaine qui aurait pu être évitée. À peine ces mots prononcés, un fracas assourdissant a secoué le ciel et la terre. La section centrale en béton du barrage s'est rompue net. 80 000 mètres cubes d'eau ont jailli de la brèche, formant un mur de 4 mètres de haut. Le torrent, charriant boue, rochers et poissons morts, a déferlé vers l'aval avec une force destructrice. Mon téléphone a tout enregistré, sans trembler. Le nombre de spectateurs de direct a dépassé les 10 000, les messages défilent si vite que l'écran est illisible. À la première seconde où l'inondation a jailli, j'ai vu la direction du courant. Comme je l'avais calculé avec précision lors de la conception du système de dérivation, l'inondation a suivi la pente naturelle du terrain, se ruant à un angle de 45 degrés vers le sud-ouest. Cette direction menait précisément au cœur de la ferme de la famille Lee, là où se trouve la villa de luxe, le bâtiment principal du restaurant et les installations annexes. Quant à mon verger, il se situe sur le côté est, sur un terrain surélevé d'1,20 m par rapport à celui des lits. Plus important encore, les fossés de dérivation que j'ai creusés autour du verger forment désormais une digue de délestage parfaite. L'eau de surface, en atteignant le bord du verger, est automatiquement dirigée vers les canaux profonds, puis évacuée par le réseau souterrain vers des zones plus basses. Le torrent rugissant se précipite vers la villa des lits, cette demeure européenne de 3 étages qui a coûté plus de 800 000 yuans. Lidakai comptait transformer le rez-de-chaussée en hall d'accueil et les étages en chambre d'hôtes. À présent, un mur d'eau de 4 mètres percute violemment les murs porteurs de la villa. Les vitres éclatent instantanément. Les portes et fenêtres sont arrachées par le flot et sous l'énorme pression, le bâtiment tout entier gémit, à bout de force. En seulement 30 secondes, les murs du rez-de-chaussée ont commencé à s'effondrer. Le sol en marbre soigneusement décoré a été arraché et les canapés en cuir ainsi que les meubles en acajou roulaient dans les flots comme des jouets. J'ai ajusté l'objectif de mon téléphone pour m'assurer que chaque détail soit clairement enregistré. L'inondation continue de faire rage. Le toit en tôle du restaurant de luxe est entièrement arraché. Les équipements de cuisine valant plus de 100 000 sont éparpillés et la passerelle en bois s'effondre comme un jeu de construction. Ce bois traité coûteux est emporté par les eaux, disparaissant dans la boue jaunâtre. L'étang a complètement cédé. Les 20 spélécarpes koi restantes se sont dispersées avec les flots, la plupart emportées dans le fossé en aval, quelques-unes piégées sur les hauts fonds, se débattant désespérément. Le 1 200 000 investi par Lee Jinbao dans les alévins se transforme en poisson mort jonchant le sol. J'ai regardé mon père. Son expression était complexe, mêlant le soulagement d'avoir survécu à la stupeur face au sort de la famille Lee. Je dis calmement face à la caméra. Voilà le résultat d'une construction aveugle, qui ignore les lois de la nature. Dans le chat, certains commencent à douter, demandant si j'ai manqué à mon devoir. Comment l'inondation a pu éviter ma maison avec une telle précision? J'étais préparé. Je change l'angle de la caméra et affiche la carte topographique préparée à l'avance, où l'altitude de toute la zone est clairement indiquée. La ferme de la famille Lee est située dans une zone naturelle de dépression, tandis que mon verger se trouve sur un terrain plus élevé. Ce sont des conditions géographiques objectives, que chacun peut vérifier auprès du bureau foncier du comté. Je poursuis mes explications. Le choix de la famille Lee de construire un barrage dans une zone basse contredit les principes de base de l'hydraulique. Je les ai avertis à plusieurs reprises des risques, mais ils ont choisi de les ignorer. L'inondation a duré 20 minutes avant de s'abaiser progressivement. La ferme de la famille Lee est méconnaissable. Le rez-de-chaussée de la villa s'est totalement effondré. Les murs du premier étage sont fissurés et tout le bâtiment menace de s'écrouler. La structure principale du restaurant tient encore, mais l'intérieur est entièrement détruit. L'étang est devenu un immense bourbier, laissant une brèche béante au milieu de la digue. Selon une première estimation, les pertes économiques directes de la famille Lee dépassent les 3 millions. Lidakai est effondré dans la boue, tremblant de tout son corps. Lee Jinbao est à genoux devant les décombres, la tête entre les mains, poussant des cris de désespoir. J'ai coupé le direct, mais je n'ai pas supprimé la vidéo. Cet enregistrement complet de 23 minutes a déjà été vu par plus de 20 000 personnes et téléchargé par d'innombrables utilisateurs. Il constituera la preuve la plus solide pour les procédures judiciaires à venir. L'averse continue, mais le plus fort est passé. Je prends mon père par la main pour retourner inspecter le verger. Le système de drainage a parfaitement fonctionné. Toute l'eau a été évacuée. Les racines des arbres ne sont pas inondées et ceux qui survivaient grâce aux engrais foliaires commencent déjà à reprendre vie sous l'effet de la pluie. Des pousses verts tendres apparaissent sur les branches, signe que les arbres reprennent vie. Je me tiens dans le verger, observant au loin les ruines de la famille Lee. Le véritable règlement de compte ne fait que commencer. Après le retrait des eaux, la ferme des Lee ressemble à une carcasse vide, recouverte d'une boue jaunâtre sur plus de 30 cm d'épaisseur. Les murs du rez-de-chaussée de la villa se sont totalement effondrés, laissant apparaître des armatures d'acier tordues. Le bâtiment principal du restaurant a été déclaré dangereux et scellé par des bandes rouges. Des poissons morts jonchent toute la zone basse. 50 000 carpes koi réapparaissent sous un autre jour et une odeur fétide se répand sur des centaines de mètres au gré du vent. Au lendemain de l'averse, 3 véhicules sont arrivés à la ferme de la famille Lee. Le premier était celui du service des eaux du comté. Les agents ont inspecté la digue rompue. Le constat est clair. La hauteur du barrage dépasse d'1,70 m la norme autorisée et 3 déversoirs d'urgence ont été illégalement obstrués, constituant une grave infraction. La deuxième voiture était celle de la police municipale. Les agents avaient apporté toutes les preuves
preuves que j'avais soumises, notamment les signalements, les vidéos d'avertissement sur place et les images d'infrarouge montrant les hommes de Li Jinbao sabotant le point de dérivation en pleine nuit. Cette vidéo nocturne est cruciale, car elle prouve clairement l'intention délibérée de la famille Li de détruire des infrastructures de sécurité publique. La troisième voiture transportait l'équipe d'avocats de Monsieur Zhu, une IDP dossier, prêt à engager des poursuites civiles. Je me tenais en bordure du verger, observant tout cela se dérouler avec ordre. Li Jinbao a retrouvé son père dans les décombres, et tous deux sont restés là, hébétés, devant la villa effondrée. Li Dakai a vieilli de 10 ans, le dos voûté, le regard vide, loin de son arrogance habituelle. À 10 heures, la police s'est approchée de Li Jinbao pour lui signifier sa convocation pour mise en danger délibérée de la sécurité publique. Le fait d'avoir bloqué les déversoirs a accéléré la rupture du barrage, touchant de nombreuses terres agricoles et routes alentour, ce qui constitue un crime. Au moment où Li Jinbao était emmené, il a jeté un regard sur les ruines, puis vers moi au loin. Ses yeux exprimaient de la rancœur, mais surtout de la confusion. Li Dakai a voulu le suivre, mais la police l'en a empêché. Il ne peut que rester là à regarder la voiture de police disparaître au bout du chemin. Cet homme, qui a fait la loi au village pendant des décennies, comprend pour la première fois ce que signifie l'impuissance. Je pénètre dans le verger pour vérifier l'état des arbres. La pluie de la nuit dernière a enfin imprégné ce sol asséché. Les arbres, qui survivaient grâce aux engrais foliaires, déploient à nouveau leurs racines. La nappe phréatique est remontée et la terre a pris deux teintes plus sombres. Cet après-midi, le secrétaire du village, Lao Zhang, m'a annoncé que le service des eaux allait démolir le barrage illégal d'Eli pour rendre au canal son état naturel. Selon les archives de répartition de l'époque, le droit d'usage de ce canal était partagé entre les deux familles. Le barrage d'Eli est une construction illégale. Tous leurs droits sont donc nuls. C'est la réponse que j'attendais depuis plus de 20 ans. Ce que mon grand-père n'avait pu obtenir malgré ses efforts acharnés, un simple document vient de me le restituer sans détour. Si le règlement juridique est désormais acté, la manière dont la famille Li remboursera cette somme astronomique sera le véritable coup de grâce. 7 jours après la détention de Li Jinbao, les verdicts sont tombés les uns après les autres. Le tribunal civil du comté a ouvert le procès de Monsieur Zhu, avec des preuves si complètes qu'elles étaient irréfutables. La lettre d'intention d'investissement signée entre la famille Li et le patron Zhu stipule clairement que la ferme doit atteindre l'état d'exploitation convenu dans les 3 mois suivant son ouverture, faute de quoi ils devront rembourser la totalité de la compte et payer des pénalités de retard. L'avocat de Monsieur Zhu a présenté 37 pages de preuves à l'audience, incluant des photos du domaine, les poissons morts, la vidéo de la rupture du barrage, ainsi que l'enregistrement complet de la catastrophe lors de mon direct. Ces preuves démontrent que la famille Li n'avait aucune capacité de gestion et qu'il s'agissait d'une escroquerie. L'avocat engagé par Li Dakai a tenté de plaider que la rupture du barrage relevait d'une catastrophe naturelle imprévisible et que la famille Li ne devait pas en porter l'entière responsabilité. Mais l'avocat de Monsieur Zhu a immédiatement produit le rapport de sécurité géologique que j'avais remis à Li Dakai. Bien que ce rapport ait été déchiré en morceaux, j'en avais conservé une copie intégrale où tous les risques liés au barrage étaient clairement signalés. Plus grave encore, l'enregistrement de mon téléphone montre Li Dakai déchirant le rapport en public et refusant l'expropriation, ce qui prouve directement son intention délibérée. Le tribunal a rendu son verdict sur le champ. La famille Li doit rembourser à Monsieur Zhu 300 000 yuan d'acompte et 450 000 yuan d'indemnité, soit un total de 750 000 yuan. Le jugement doit être exécuté dans les 15 jours, sous peine de saisie forcée. Ce n'est là que le premier dédommagement. Juste après, la collectivité du village a également déposé une demande d'indemnisation. La rupture du barrage d'Eli a inondé les terres agricoles de 12 familles en aval, détruisant une grande quantité de récoltes. Le comité d'enquête dirigé par la mairie a évalué les pertes à 230 000 yuan, dont les Li sont entièrement responsables. En entendant ce chiffre, Li Dakai s'est effondré sur sa chaise. Toutes les économies de son compte bancaire totalisaient moins de 500 000, ce qui ne suffisait pas pour indemniser. Quant à Li Jinbao, il est toujours en détention pour son affaire pénale, et il risque une peine de 3 à 7 ans de prison. Et le pire restait à venir. Le service des eaux a émis une décision de sanction administrative. La famille Li a construit un barrage illégal et stocké de l'eau sans autorisation, menaçant gravement la sécurité publique. Ils sont condamnés à une amende de 120 000 yuan et doivent démolir immédiatement toutes les installations illégales pour remettre les lieux en état à leurs propres frais. Les amendes et les demandes d'indemnisation s'accumulent comme des flocons de neige. Li Dakai est passé de la résistance initiale à l'engourdissement pour finalement abandonner toute lutte. Il savait que la famille Li était finie. Le 12e jour, Li Dakai m'a contacté par un intermédiaire pour une médiation privée. Il a proposé de me céder les ruines de la ferme à bas prix, en me demandant seulement d'intercéder en sa faveur pour réduire certaines indemnités. Il a admis que la famille Li avait eu tort, mais qu'il n'avait plus d'argent. J'ai refusé la médiation, non par rancune, mais parce que la procédure légale doit suivre son cours. Chaque dette d'Eli attend d'être remboursée aux victimes. Intercéder pour eux serait injuste envers les autres. Et puis, ils me doivent encore une dette qu'ils n'ont pas réglée. J'ai chargé mon avocat de déposer les documents au tribunal, exigeant que la famille Li indemnise les pertes de mes arbres fruitiers, causées par la coupure d'eau. J'ai fourni les relevés détaillés de ces 3 mois, incluant les rapports d'analyse des sols, le décompte des arbres morts, les factures d'engrais foliaires et les frais engagés pour maintenir les arbres en vie, pour un montant total de 187 000 yuan. L'avocat de Li Dakai a tenté de contre-attaquer, affirmant que mon système de dérivation avait perturbé l'équilibre de la nappe phréatique, accélérant la rupture du barrage et exigeant que j'en assume la responsabilité solidaire. C'était le moment que j'attendais. J'ai présenté 3 preuves clés à la cour. La première était le rapport d'expertise de l'Institut provincial de géologie, prouvant que mon système respectait les normes de conservation des sols et ne comportait aucune irrégularité. La deuxième est l'autorisation du projet d'amélioration des sols délivré par le bureau de l'agriculture, prouvant que tous les travaux ont été légalement approuvés. La troisième est l'enregistrement de vidéosurveillance infrarouge, montrant les hommes de la famille Li sabotant le canal de dérivation en pleine nuit, prouvant clairement qu'ils ont délibérément détruit le point de décharge crucial. Une fois ces 3 preuves présentées, l'avocat adverse est resté sans voix. Le juge a rejeté la demande conventionnelle de la famille Li et a ordonné qu'il me verse l'intégralité des indemnités sous 30 jours. Le jugement précise que les accusés ont agi avec malveillance, rejetant toute leur défense infondée. En sortant du tribunal, j'ai vu Li Dakai assis sur les marches, le visage dans les mains. 10 jours après que le jugement soit devenu exécutoire, la famille Li a commencé à vendre ses actifs pour rembourser ses dettes. Les ruines de la ferme n'intéressaient personne. Ce terrain couvert de boue et de poissons morts n'a même pas trouvé preneur au prix de vente aux enchères le plus bas. Li Dakai a dû se contenter de récupérer des barres d'acier et des briques dans les décombres des constructions illégales, pour une vente de moins de 20 000 yuan.
Après que la villa a été déclarée dangereuse et démolie de force, les frais de démolition ont représenté une nouvelle dépense. Cette petite maison de style européen, qui avait coûté plus de 800 000 yuan, a fini en tas de gravats, et il a même fallu nettoyer les fondations pour restaurer le terrain. La vieille demeure de la famille Li au village a été mise en vente. Mais à cause de l'affaire criminelle de Li Jinbao, leur réputation est totalement ruinée et personne n'ose l'acheter. Le prix est passé de 600 000 à 300 000 sans aucun preneur. Leur dernier atout est cette source d'eau. Ce terrain était à l'origine une terre collective allouée par le village, dont la famille Li avait obtenu le droit d'usage pour 30 ans. Pour rembourser ses dettes, Li Dakai a décidé de céder les 23 années de droit restants. Tout le monde connaît la valeur de ce terrain. Situé en amont, il contrôle la source vitale de toute la région. Celui qui possède ce terrain détient le contrôle de l'irrigation de toutes les terres en aval. Li Dakai en demande 150 000. Plusieurs gros exploitants du village sont venus voir, mais ont renoncé faute d'accord sur le prix. Li Dakai a un besoin urgent de liquidité, mais ne veut pas brader son patrimoine, se retrouvant dans une impasse. Au 20e jour, l'avis d'exécution forcée du tribunal est arrivé. Si la famille Li ne payait pas, tous leurs biens seraient saisis et vendus aux enchères. Li Dakai a fini par céder. Il m'a contacté via le secrétaire du village pour me demander si je voulais reprendre la source d'eau. J'ai inspecté les lieux 2 fois. Le terrain est petit, seulement 4 arpents, mais sa position est cruciale. Toutes les sources d'eau de montagne en amont convergent ici, formant un canal d'irrigation naturel. C'est grâce à cet avantage géographique que la famille Li a construit un barrage, étranglant ainsi mon verger. J'ai proposé 80 000. Li Dakai a longuement hésité. Ce prix représentait moins de la moitié de ses attentes, mais il n'avait plus le choix. Il ne reste que 5 jours avant l'exécution forcée du tribunal. S'il ne réunit pas l'argent, sa maison sera saisie. 3 jours plus tard, l'accord est signé à la mairie. En apposant son empreinte sur le contrat, la main de Li Dakai tremblait. Cette source, qui portait les ambitions de la famille Li depuis 30 ans, est enfin revenue à son véritable propriétaire. Le jour où j'ai obtenu le certificat de concession, j'ai organisé une équipe pour démolir toutes les installations illégales. Le barrage construit par la famille Li a été entièrement rasé. Le cours d'eau obstrué a été curé. Et ce canal qui faisait vivre nos 2 familles a enfin retrouvé son aspect d'origine, laissant à nouveau couler une eau de source limpide. Je me tiens au bord du canal, regardant l'eau vive couler joyeusement vers le verger. Ces fossés d'irrigation, asséchés depuis 3 mois, sont à présent remplis à nouveau. Les racines des arbres fruitiers absorbent avidement cette eau tant attendue, et tout le verger reprend vie. 15 jours plus tard, le miracle s'est produit. Les arbres fruitiers, pourtant jugés moribonds, ont vu apparaître de nouvelles pousses sur une large étendue. Des feuilles vert tendre se sont déployées sur les branches, et des boutons floraux ont surgi en masse. La formule d'engrais foliaire et la conception du système de drainage ont permis aux arbres de préserver leurs tissus vitaux dans ces conditions extrêmes. Maintenant que l'eau est abondante, elles ont révélé un potentiel de croissance incroyable. Les experts du bureau agricole du comté étaient stupéfaits lors de leur visite. Ils ont dit qu'une telle récupération après une sécheresse pareille était un véritable miracle. J'ai souri sans rien dire, me contentant de leur montrer le système de dérivation souterrain et le compost organique scientifiquement dosé. Le patron de Joe est aussi venu me voir. Intéressé par ma gestion, il a proposé un partenariat pour lancer mes fruits bio sur le marché haut de gamme. J'ai accepté, à condition de garder le contrôle technique et la gestion. Li Jinbao a été condamné à 5 ans de prison. Et Li Dakai, après avoir vendu sa maison, vit en location en ville. On l'aperçoit parfois, le dos voûté, loin de son arrogance d'autrefois. Je me tiens dans le verger, observant les fruits, qui seront mûrs et prêts à être vendus dans 2 mois. Ils ont survécu à la sécheresse, aux tempêtes et aux conflits. Mais ils sont toujours là. C'est sans doute ça, la résilience de la vie. Mon père est à mes côtés, les larmes aux yeux. Il dit que si mon grand-père était encore là, il serait très heureux de voir ces arbres revivre. Je n'ai rien dit, j'ai simplement regardé le canal où l'eau coulait à nouveau. La justice est parfois lente, mais elle finit toujours par arriver. Un vrai diplômé en agronomie ne se définit pas par ses titres, mais par sa capacité à changer son destin et à protéger sa terre par le savoir. Le printemps de mon verger ne fait que commencer.